Les pays d'Europe occidentale continuent à voir la Cour européenne des droits de l'homme comme un instrument utile de leur politique à l'égard de l'Europe centrale. Le rôle principal de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est, je le répète, d'éduquer les pays d'Europe centrale à la démocratie et aux valeurs occidentales. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'ECLJ que nous avons le plaisir de tourner au Parlement européen à Strasbourg, à 2 pas de la Cour européenne des droits de l'homme dont nous allons parler aujourd'hui avec Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ, afin de parler donc de ce nouveau rapport, l'impartialité de la CEDH, le volume 2 d'une enquête que l'ECLJ avait publiée en 2020 déjà. Nous allons donc aborder les choses principales de ce rapport. La première révélation de ce rapport de 2020 principal, c'était la question des conflits d'intérêts. Le fait que des juges de la Cour européenne des droits de l'homme siègent dans des affaires introduites ou soutenues par des ONG pour lesquelles ils ont eux-mêmes travaillé. Là, pour ce deuxième rapport, la révélation, c'est qu'en fait, ça continue. C'est ça, le problème n'est pas résolu. Oui, voilà, ce travail, en fait, a une visée plus profonde et plus large. Effectivement, ces rapports étudient de façon précise certains problèmes dans le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier les questions de conflit d'intérêts entre certains juges et certaines ONG, en particulier, on en a beaucoup parlé, les ONG de la galaxie de l'Open Society de George Soros. Et ça fait beaucoup de bruit. Mais notre intérêt au départ, et pas spécialement pour l'Open Society, ni George Soros, que nous ne connaissions pas, mais sur le fonctionnement de ces organisations internationales, en particulier de la Cour européenne des droits de l'homme, et leur lien avec le monde des ONG, avec le monde des puissances financières, des fondations, afin d'exclairer, d'exposer comment fonctionnent ces institutions internationales, qui sont vraiment au-dessus des parlements nationaux, même des gouvernements. Donc ce qu'il faut que comprennent les personnes qui nous regardent, c'est que nous connaissons à peu près nos députés nationaux, nous connaissons le président de la République, nous connaissons quelques noms de ministres, mais sinon on ne connaît pas grand-chose d'autre. Or le fonctionnement des institutions est beaucoup plus complexe, il y a un niveau supranational, européen, international, et ce niveau est vraiment très important. Et c'est ce niveau-là qui est un niveau de pouvoir que nous voulons, par ces rapports, analyser, donc ces 2 rapports sur la CEDH, mais aussi un rapport que nous avons publié sur le financement des experts des Nations Unies, pour montrer comment fonctionnent ces institutions internationales qui ont un pouvoir considérable sur les peuples, et aussi comment des grandes fondations, des grandes ONG privées arrivent à exercer un pouvoir à travers ces institutions internationales sur les États, sur les gouvernements et à la fin sur les peuples. Donc c'est vraiment le but, c'est de montrer une strate de l'organisation du pouvoir supranational où se confondent instances publiques internationales et grands intérêts privés transnationaux. Et ce rapport finalement montre ce phénomène ici à l'œuvre à la Cour européenne des droits de l'homme, comme nous avons montré aussi ce phénomène à l'œuvre au sein des experts des Nations Unies. Et alors, est-ce que vous pourriez donner justement un exemple d'une affaire, d'un cas qui soit introduit à la Cour européenne des droits de l'homme et qui illustre un petit peu cette stratégie ou qui montre en quoi c'est important, en quoi la Cour européenne des droits de l'homme prend un rôle dans le changement d'une norme et en quoi des ONG ou ces conflits d'intérêts posent question? Alors en fait, la Cour européenne des droits de l'homme, elle intervient après les juridictions suprêmes nationales. Donc elle vient juger les décisions des juges suprêmes nationaux. Donc elle intervient après la Cour de cassation, après le Conseil d'État pour la France, et la même chose pour les 46 autres États européens. Donc elle a un pouvoir considérable de rejuger les décisions, elle peut même condamner des lois, elle peut condamner quasiment des dispositions de constitution, et donc elle a un pouvoir quasiment politique en fait, un rôle politique, un pouvoir politique. Et elle peut prendre des décisions dans tous les domaines. Elle prend des décisions en matière de liberté, toutes les libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de conscience. On a beaucoup parlé en France des cas de migration, de renvoi de réfugiés, mais aussi on a beaucoup parlé à une époque de l'affaire Lambert, dans laquelle le CLJ était intervenu sur la fin de vie, l'euthanasie, les questions de mœurs, questions de GPA. Également. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels la Cour européenne des droits de l'homme a un poids considérable. Elle a le dernier mot. Elle a le dernier mot et elle va
briser les barrages. Ça veut dire qu'elle va, par exemple, obliger la France à reconnaître les GPA pratiqués à l'étranger. Elle va obliger l'Irlande à quasiment légaliser l'avortement. Elle va empêcher le Royaume-Uni de renvoyer des réfugiés à l'étranger. Alors bien sûr, aujourd'hui on en parle beaucoup pour ces questions de protection des droits des réfugiés et des immigrés, parce que la Cour européenne des droits de l'homme protège les droits de toute personne, indépendamment de sa nationalité, dès lors qu'elle met un pied sur le territoire de l'un des 46 États membres. Donc toute personne qui vient sur le territoire même de la Grèce, par exemple, ou d'une île, etc., devient protégée. Et c'est pour ça que la Cour a récemment, par exemple, condamné la Grèce pour mauvais traitement à l'encontre de réfugiés d'Afrique subsaharienne. Donc effectivement, c'est une juridiction qui, en fait, parle le langage du droit, elle s'exprime dans le langage du droit, mais elle a un rôle extrêmement politique, supranational, et c'est pour ça qu'elle est importante. Il n'y a que 46 juges aujourd'hui à la Cour européenne, parce que la Russie a été exclue, que 46 juges, et ces 46 juges ont un pouvoir bien plus grand que les centaines ou les milliers de députés qu'il y a dans ces 46 pays. Et donc, bien sûr, avoir quelques amis parmi ces juges, effectivement, permet d'exercer une influence considérable. Alors c'est ça, parce que vous les accusez en quelque sorte de ne pas être neutres dans ces affaires de migrants, de mœurs, les affaires que la CEDH tranche. Vous venez de dire, cette Cour a le dernier mot, elle peut faire changer les législations des États. Et alors ces juges, donc, ce que dit ce rapport et le précédent, c'est qu'ils ont des accointances, des affinités. Non, c'est pas vraiment. Je dis pas qu'ils sont pas neutres, parce qu'on peut jamais accuser quelqu'un de ne pas être neutre sans avoir de preuves. On peut dire différentes choses. D'abord, on peut constater que parmi les 46 juges de la Cour, et parmi les juges de la Cour en général sur les 10 dernières années, un grand nombre, proportion importante, sont d'anciens collaborateurs d'ONG, en particulier de l'Open Society de George Soros. On a compté les juges entre 2009 et 2019. Sur les 100 juges qu'a compté la Cour, 22 viennent d'organisations qui sont actives à la Cour. Alors ça, c'est un peu subtil. Ils viennent d'organisations qui introduiseux des affaires à la Cour. Alors ils viennent, ou alors ils ont collaboré avec ces organisations. Parfois ils ont fondé et dirigé ces organisations. Ça peut être des comités Helsinki, ça peut être des organisations de l'Open Society, ça peut être Human Rights Watch. Donc, toutes ces ONG qui sont très actives dans le domaine des droits de l'homme, eh bien il y en a 22 sur 100 qui viennent de ces ONG ou d'instituts financés par l'Open Society. Et donc on voit qu'il y a effectivement une masse critique au sein de la Cour, parmi les juges, en provenance d'un même environnement, d'un même cercle d'organisation. Il y en a 12 même qui viennent directement d'organisations fondées ou financées directement par l'Open Society, par George Soros, l'Open Society, ou alors des centres de recherche. Donc il y a un phénomène très identifiable et qui n'avait pas été vu jusqu'alors, c'est un milieu, un poids, un entrisme ou une emprise de ce cercle au sein de la Cour, parmi les juges. C'est une première chose qu'on a montré. C'est quand même très significatif de voir qu'il y a 22 sur 100 qui viennent quand même des mêmes cercles, et parmi ces 22, surtout 12 qui viennent directement de l'Open Society de Soros, et les 10 autres venant d'organisations financées par l'Open Society. Donc c'est un premier phénomène qui est le résultat on va dire de 20 ans d'investissement de l'Open Society, de George Soros, dans les ONG, dans le domaine des droits de l'homme en Europe, en particulier en Europe centrale, en Europe de l'Est. Suite à la publication du premier rapport, certains avaient expliqué ce phénomène tout simplement parce qu'en fait, on est devant la Cour européenne des droits de l'homme, les juges qui y vont s'intéressent aux droits de l'homme, et donc en quelque sorte un petit peu... Normalement, ils ont travaillé pour des ONG qui sont spécialisées dans les droits de l'homme, ils ont travaillé pour Amnesty International. Donc il y a quelque chose un peu de naturel. Est-ce que finalement, c'est normal qu'un juge de la Cour européenne des droits de l'homme soit passé par Human Rights Watch ou une autre? Qu'est-ce que vous répondez à ce contraire? Moi, je réponds que les juges nationaux sont des magistrats dans la plupart des pays. Ici, il y a la moitié simplement des personnes qui siègent à la Cour de Strasbourg qui sont des magistrats. C'est déjà en soi un phénomène remarquable. La moitié, voire une minorité, qui sont des magistrats professionnels, donc qui ont été qui ont une vraie carrière de juge, qui ont été soumis à un devoir de réserve et qui pensent en termes de magistrats, c'est-à-dire qui pensent à appliquer la loi. C'est tout à fait différent comme état d'esprit lorsque vous avez été un militant d'une cause. Et ces causes sont respectables, mais sont
engagements militants, défense des droits des réfugiés, liberté d'expression, ces ONG luttent vraiment pour voilà, et donc c'est pas la même vision qu'un juge qui lui est là pour appliquer la loi. Et cette présence importante de juges entre guillemets militants peut expliquer aussi ce qui est beaucoup reproché à la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir précisément son militantisme dans l'application des droits de l'homme et le développement. Parce que les droits de l'homme, il faut bien comprendre que c'est un système qui n'est pas comme le droit national qui est plus figé et qui est on va dire, qui est extrêmement écrit dans des milliers de textes. Les droits de l'homme, on a quelques dispositions, quelques paragraphes, une quinzaine peut-être, et à partir de ces 15 paragraphes, eh bien les juges vont développer la jurisprudence. Et ils ont une vision de développement actif, l'affirmation selon laquelle la Convention est un document vivant, et donc c'est toute une autre approche du droit, en fait, qu'on trouve ici, une approche constructive, une approche progressiste. Il s'agit de réaliser la promesse des droits de l'homme, bien plus que d'appliquer simplement le droit. D'où l'approche militante. Alors effectivement, ici, ça paraît plus naturel d'avoir des juges issus du milieu du militantisme qu'au niveau national. Vous venez de dire à l'instant qu'il y a eu un investissement. Oui. D'après vous, c'est vraiment conscient, l'Open Society ou d'autres ONG ont consciemment mis de l'argent dans des programmes d'études ou cherché à placer des en fait, gens il y a un phénomène. Non, mais il y a ce que l'on peut dire, c'est que ce qui est évident, c'est qu'à la fin du communisme, déjà même avant la chute du communisme en Europe centrale, eh bien, certaines organisations, certaines fondations, financées notamment par des fonds américains, des services secrets, et l'Open Society de George Soros, ont investi considérablement dans des petits pays d'Europe de l'Est pour préparer et accompagner la transition démocratique. Donc ils ont investi des dizaines, des centaines de millions de dollars. Par exemple, l'Albanie, c'est un tout petit pays de 3 millions d'habitants, mais l'Open Society et les services américains ont investi des centaines de millions de dollars dans ce petit pays, effectivement pour, alors on va dire, faire des réformes, préparer faciliter la démocratie, etc. pour le bien. Effectivement, mais le bien avec une vision effectivement extrêmement libérale, new-yorkaise, on peut dire. À l'Open Society, ça veut dire une vision quasiment post-nationale, même voilà, donc qui impose, qui exporte une culture. Donc on peut dire il y avait aussi une part de colonialisme culturel ou institutionnel, et même le Conseil de l'Europe lui-même, d'une certaine manière, après le chute du communisme, c'est conçu, c'est repensé comme étant une institution ayant pour vocation d'éduquer les peuples d'Europe centrale à la démocratie et aux valeurs occidentales. Donc il y a eu cet investissement considérable de l'Ouest vers l'Europe centrale pour les éduquer à la démocratie et aux valeurs occidentales. Donc c'est parfaitement vrai. L'exemple de l'Albanie le montre. L'Open Society investit considérablement en Albanie, soutient une figure de l'opposition politique, arrive à le faire élire ce qu'il obtient le poste de Premier ministre, donc obtient donc cette victoire politique grâce quand même à un investissement, et ensuite accompagne la mise en œuvre du programme politique du Premier ministre albanais, notamment la réforme de la justice qui a eu lieu en Albanie. Donc c'est un exemple vraiment de mise en œuvre avec le soutien des fonds américains, et l'une des figures clés de cette réforme de la justice, qui travaille pour l'Open Society. Ensuite, comme par hasard, bien sûr, il est devenu, et c'est tout à fait normal, parce qu'effectivement, il était quelqu'un de connu, de confiance pour le gouvernement, ayant travaillé pour cette organisation droits de l'homme à New York, et bien sûr, le gouvernement ensuite l'a proposé pour devenir juge à Strasbourg. Il est devenu juge à Strasbourg, et donc voilà, c'est comme ça que un investissement effectivement finit par être payant. Donc il n'y a pas de on va dire d'action particulière, c'est simplement un investissement considérable sur des années qui finit par porter des fruits au sein de ces institutions. Ah, il y a une autre chose très intéressante dans ce rapport, c'est que vous parlez de cette question de l'impartialité des juges directement, mais vous pointez d'autres problèmes, d'autres dysfonctionnements. Vous allez dans le détail, dans le fonctionnement de la Cour. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Je pensais d'abord au greffe, peut-être. Oui, alors il y a quels sont les problèmes avec effectivement, il y a le problème du greffe, mais il y a aussi peut-être avant comme les problèmes de conflit d'intérêts dont on n'a pas détaillé, oui, alors, encore parlé. C'est qu'en fait, on a expliqué que ces juges, enfin ces personnes, ces anciens responsables d'organisation de l'Open Society deviennent juges.
Mais ensuite, effectivement, une fois qu'ils sont en place, ils reçoivent des affaires introduites par les organisations avec lesquelles ils ont travaillé, qu'ils ont parfois dirigé, fondé. Et là, c'est les cas manifestes de conflit d'intérêts. Donc sur les 3 dernières années, il y en a eu... Alors 54 situations de conflit d'intérêts à l'occasion de 34 affaires. On en avait compté 88 dans le précédent rapport, pour la période précédente. Donc il y a toujours un nombre important de conflits d'intérêts. Par exemple, l'exemple qu'on prend souvent, mais qui est vraiment significatif, c'est le juge bulgare, le juge Grozev, qui a fondé et largement dirigé une organisation pendant de nombreuses années en Bulgarie, financée par l'Open Society. Lui-même ensuite est devenu un responsable de l'Open Society. Une fois qu'il est devenu juge, eh bien très peu de temps après, il a jugé des affaires qui avaient été introduites par sa propre organisation. Et donc là, on voit un cas typique. Des cas comme ça, il y en a d'autres. Il y a aussi d'autres catégories d'affaires ou de conflits d'intérêts dans lesquels c'est plutôt thématique. Ça veut dire, tout à l'heure, nous parlions du juge albanais qui avait procédé à la réforme de la justice en Albanie. C'est ça. Et bien, une fois qu'il est arrivé ici à la Cour de Strasbourg, il a reçu des requêtes qui contestaient cette réforme de la justice. Et bien sûr, sans grande surprise, il a validé la réforme. Et donc là, c'est un autre cas de conflit d'intérêts. Donc on voit bien Est-ce que vous diriez que c'est déterminant ou que ça nuit plus de manière générale à la crédibilité de la Cour? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que dans certaines affaires, le fait qu'un des juges ait travaillé pour l'ONG qui soutient la requête ou qui l'a introduite, ou est-ce que c'est plus une osmose ou que ça nuit à la crédibilité de la Cour de manière générale? En fait, en droit, le détail compte et la forme aussi. Donc, il n'est pas nécessaire de se demander si leur conflit d'intérêt a eu une influence sur le jugement final. Le fait qu'il y ait un conflit d'intérêt objectif suffit en fait à invalider, en principe, la décision. C'est déjà problématique. Oui, bien sûr, c'est déjà en soi un problème grave de procédure. Alors ensuite, sur le deuxième aspect, est-ce que ça a des conséquences sur les décisions? Moi, je suis bien sûr, ça me paraît évident que, par exemple, cette affaire de réforme de la justice albanaise, je vois mal comment le juge albanais en question, qui a participé à la conception de cette réforme, ait pu, ici, une fois arrivé à la Cour, avoir un regard neuf et neutre sur la question. Sans qu'il la défende. Ça paraît pas possible. Et alors, justement, cette osmose, c'est peut-être ça aussi le problème du greffe de la Cour qui lui reçoit les requêtes et peut-être... oui, c'est ça. Alors le problème qu'on a observé dans ce nouveau rapport donc de 2023, c'est que l'un des aspects que nous avons soulevé, c'est que le problème de conflit d'intérêts qu'on observe au niveau des juges s'observe aussi au niveau du greffe. Alors qu'est-ce que le greffe? Le greffe, c'est l'ensemble, ce sont les centaines, les 500, 600 personnes qui travaillent pour la Cour, les petites mains, qui ne sont pas les petites mains obscures, qui ne sont pas des juges, mais qui ont un rôle considérable. Ce sont des avocats, ce sont des juristes qui sont recrutés dans tous les pays membres, dans les 46 États membres, et qui viennent passer en général 3 ans renouvelables ici. Puis une partie des membres du greffe sont là à vie. Eh bien, ces personnes, premier problème que nous avons souligné, c'est que la liste de ces personnes n'est pas publique. Or, elles ont un rôle vraiment important dans l'administration de la justice, puisque ce sont les membres du greffe qui font la sélection des affaires, les membres du greffe qui préparent les résumés des affaires, qui préparent même les arrêts, qui rédigent les textes. Donc, ils ont un rôle considérable dans le fonctionnement de la Cour. Et leurs noms ne sont pas rendus publics, contrairement à la Cour de justice de l'Union européenne, si bien qu'il y a là une certaine opacité dans le fonctionnement de la Cour, qui est problématique. Ensuite, parmi ces membres du greffe, on retrouve en fait le même phénomène d'osmose avec les mêmes fondations, les mêmes ONG qu'on a cités précédemment, et encore une fois les mêmes cas de problèmes potentiels sérieux concernant l'impartialité. Parce qu'il faut bien comprendre que il y a des milliers de requêtes en fait qui arrivent tous les jours ou toutes les semaines en tout cas à la Cour, et en fait c'est pas le juge bulgare ou allemand ou anglais ou français, qui regarde toutes les requêtes. Non. C'est des petites mains, des greffiers qui donnent leur avis en fait, et qui vont même dire au juge et lui souvent dans les faits, si je ne me trompe, corrigez-moi, mais il paraphe juste
ce qu'a dit le greffier en chef. En fait, c'est très rare, j'imagine, qui se penche sur les requêtes. Lui, il a déjà assez à faire avec les... En fait, il y a une section de filtrage au sein de la Cour européenne qui va recevoir les requêtes. Et oui, donc, et ce sont ce sont pas des juges, hein, ce sont des fonctionnaires de la Cour, parfois temporaires, et qui vont recevoir les affaires et qui vont les filtrer par catégorie. La plupart des affaires sont mises sur une pile en disant celles-ci sont manifestement irrecevables, on va pouvoir les rejeter. Celles autres sont un peu plus compliquées, etc. Et donc il y a un tri. Et finalement, à la fin, il y a qu'un petit groupe d'affaires qui nécessite un examen approfondi. Okay. Alors, lorsqu'il y a un examen approfondi, dans ce cas-là, effectivement, le greffe va davantage travailler, il y aura un juge qui va davantage s'investir, et le greffe va préparer l'arrêt. Mais c'est quand même une minorité d'affaires. La plupart des affaires sont effectivement traitées de façon non pas industrielle, mais quasiment, on va dire, il y a vraiment un processus d'efficacité pour réussir à écluser le stock des affaires de la Cour. Et bien souvent, donc c'est comme ça, il y a des piles d'affaires, et puis il y a des juges qu'on appelle les juges uniques, qui décident seuls, et qui signent à la chaîne bien des dizaines d'affaires dans la journée, quoi, sans les avoir vraiment lues, ou alors en ayant juste lu 4 lignes de résumé préparés par... et donc ils ne sont pas neutres alors Alors le problème qu'on observe, c'est que d'une part, donc je dis, on n'a pas leur nom, donc c'est quand même problématique parce qu'ils ont un rôle important dans le traitement des dossiers. Donc pour les requérants et les États, c'est important. Ce serait important de savoir qui traite leur dossier. Premier point. Deuxième point, pour les quelques personnes qu'on a pu identifier par leur CV, etc. Eh bien, encore une fois, on trouve le même phénomène de personnes qui viennent de ces mêmes organisations. Alors, c'est évident que c'est quasiment inévitable, mais le problème se pose quand même en termes d'impartialité lorsque vous avez, on a pris des exemples des affaires polonaises. Aujourd'hui, il y a toute une série d'affaires très importantes contre la Pologne en matière d'avortement. C'est un sujet extrêmement sensible. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les requérants, donc les personnes qui ont introduit ces affaires polonaises à la Cour, eh bien, les avocats sont, pour certains d'entre eux, d'anciens de la Cour, ce qui est parfaitement légitime, mais les juristes polonais du greffe sont aussi, pour certains d'entre eux, d'anciens membres de la même association qui introduit les recours. Donc vous avez un problème de relation, donc on peut penser qu'il y a même des conséquences potentielles sur la confidentialité. Et ensuite, point supplémentaire qu'on soulève, c'est que les membres du greffe, bien souvent, manquent à leur obligation de réserve. Parce que ces mêmes personnes vont publier sur Internet leur position sur l'affaire dont ils ont potentiellement la charge. Donc, en matière d'avortement, par exemple, des membres de la Cour, des juristes du greffe, publient sur les réseaux sociaux des messages militants pour l'avortement, et simultanément, alors même qu'ils viennent de l'organisation qui a introduit des recours, et dont eux-mêmes sont potentiellement saisis. Donc, on a en fait un vrai problème de sérieux dans le fonctionnement dans l'expression, la retenue de ce greffe. On n'imagine pas un seul instant qu'un membre, un juriste de la Cour de cassation s'amuse à mettre sur Internet ses prises de position militantes. La Cour a même recruté, comme juriste du greffe polonais, une ancienne responsable des manifestations pro-avortement et de la Ligue révolutionnaire féministe polonaise pour traiter les affaires à la Cour. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc oui, il y a aussi beaucoup à faire ici pour mettre au clair le greffe sur la question de l'obligation de réserve et sur la question de la transparence, parce que le greffe est aussi tenu, enfin la Cour a aussi l'obligation de garantir l'impartialité du greffe. Or aujourd'hui, les conditions de cette impartialité ne sont manifestement pas réunies. Est-ce que vous diriez que à la Cour, ce ne sont pas les meilleurs juges qui siègent? Vous pointez dans votre rapport notamment des cas de népotisme ou de curriculum vitae un petit peu embelli. Est-ce qu'il y a un problème avec le processus de sélection qui fait que on n'a pas les meilleurs juges pour chaque pays qui sont élus? Bah oui, en fait, c'est très difficile pour le Conseil de l'Europe d'attirer les meilleurs juges. Je crois que c'est un fait qui est reconnu. Bah, déjà, les gens n'ont pas forcément envie de s'éloigner de leur capitale, de déménager à Strasbourg. Si vous avez beau être alsacien et aimer l'Alsace, si vous aimez, si vous avez votre famille, je sais pas, en Pologne, votre famille en Allemagne, que sais-je, ou en Italie, venir à Strasbourg pour 9 ans, c'est quand même une rupture forte. Donc déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, oui, tous les pays européens n'ont pas la même culture. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la CEDH, chaque juge a le même poids.
Et donc le juge français a autant de poids, le même vote que le juge albanais ou d'Azerbaïdjan ou de Géorgie. Voilà, donc effectivement on a 46 juges qui ont théoriquement le même poids, mais il est évidemment beaucoup plus difficile de trouver un juge de premier ordre, de première qualité, dans un pays comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan. C'est comme pour les médailles olympiques, en fait. Que la France. Ouais. La France. En France, on a un vivier de candidats qui est considérable, évidemment, et puis bon, mais dans certains pays, c'est difficile. Donc oui, on peut dire que la dernière juge ukrainienne, par exemple, avait un CV un petit peu bizarre. Le juge albanais, encore une fois, alors le népotisme, oui, il est bon, c'est l'Albanie, hein, donc c'est un pays assez clanique. Mais il est le cousin il est cousin du Premier ministre. Un autre candidat albanais était le beau-frère du ministre de l'Intérieur. Ça donne un peu l'idée de ces relations albanaises. Donc c'est compliqué de faire fonctionner une institution avec des pays comme ça, parce que c'est un pays avec un très fort taux de corruption. Il y a des problèmes de trafic internationaux. Même qui touche certaines personnes qui étaient sur la liste des candidats. Donc c'est difficile d'avoir des bons juges, et on peut dire que vraiment il y a une part de sacrifice, je pense, pour les grands pays comme la France et l'Allemagne ou l'Angleterre, hein, qui ont une grande tradition judiciaire, de se soumettre à une instance internationale dont une grande partie des membres viennent de pays qui n'ont pas forcément les ressources humaines pour fournir des juges, et c'est la raison pour laquelle finalement, c'est vrai, on retrouve des personnes qui viennent de l'Open Society ou de ces grandes fondations. Ça veut dire un Albanais qui est allé faire sa carrière un petit peu à New York et qui revient ensuite, et qui est le candidat un petit peu effectivement idéal pour Strasbourg, parce qu'ils n'ont pas les ressources en interne. Et ça, c'est une vraie difficulté pour le fonctionnement du système. Et selon vous, dans tout ce que vous soulevez de nouveau, ou ce que vous avez découvert après la publication du précédent rapport, qui est dans ce nouveau rapport, quelle est la chose qui vous choque le plus, ou qui serait la plus facilement solutionnable? Non, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment les choses les plus choquantes, on va dire, ça touche peut-être aux questions de CV, mais ça reste malgré tout assez secondaire. Oui. Ça reste assez secondaire, parce que c'est sur des cas... mais effectivement, on voit, mais c'est quand même révélateur d'un problème de sérieux dans l'examen des candidatures, dans le suivi des listes qui a été fait. Non, le problème majeur, c'est d'abord le fait que il n'y ait que la moitié des membres de la Cour qui soient des juges. Je crois que le fait d'avoir des personnes issues d'organisations militantes, c'est un problème pour le fonctionnement de la Cour, pour sa jurisprudence, pour son sérieux. Et c'est l'une des causes aussi peut-être des critiques qu'elle reçoit quant à son activisme. Donc je pense que ça c'est un élément, mais je vois pas trop comment on peut effectivement le résoudre lorsqu'on a des pays qui sont vraiment problématiques, avec une culture très forte de corruption et puis de pouvoir politique sur le monde judiciaire. Parce que la personne qui vient d'un pays comme la Turquie ou comme l'Albanie ou d'autres, ou l'Ukraine, elle vient avec sa culture nationale. Et si dans la culture nationale, c'est la corruption, c'est le pouvoir politique sur le monde judiciaire, elle sera pas surprise de recevoir un coup de téléphone de son gouvernement, ou de faire l'objet de pression. Donc il y a d'abord ce problème fondamental, et je pense que c'est pour ça aussi que le rôle du greffe est si important. Parce que finalement, le greffe, lui, il est choisi, il est, en tout cas le greffe permanent, il est permanent, donc il est aussi un peu là pour essayer de corriger, limiter les excès et les problèmes de certains juges. Donc l'institution du Conseil de l'Europe et de la Cour a sa stabilité, a sa permanence, et il faut qu'elle fasse avec les juges qu'on lui envoie. Et c'est d'ailleurs la défense, c'était la défense des précédents présidents de la Cour européenne, suite à la publication du premier rapport, c'était de dire, mais vous savez, on choisit pas nos juges. C'est pas notre faute, c'est les gouvernements qui nous les envoient, ce qui est parfaitement vrai. Mais par contre, ils sont responsables de leur règlement intérieur. Et là, sur ce point-là, il y a beaucoup à faire. Alors justement, je voulais vous poser la question de l'attitude de la Cour européenne des droits de l'homme depuis la publication du premier rapport, ses réactions, et aussi par rapport à ce deuxième rapport. Je dis ça, je vous le demande parce que dans ce rapport, je rappelle que nos abonnés peuvent télécharger sur notre site, il est en première page. Vous faites des recommandations précises, vraiment une volonté de réformer la Cour, de proposer des solutions à ce que vous pointez comme problème.
Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la Cour européenne des droits de l'homme, de ses fonctionnaires, vis-à-vis des deux rapports de l'ECLJ? Je pense que l'attitude change en fonction du temps. Il y a aussi les présidences à la Cour qui changent. On a maintenant une présidente irlandaise qui n'est plus la même que les deux présidents antérieurs. Donc je pense que j'ai plutôt bon espoir en fait que la situation s'améliore. Évidemment, le premier rapport était un choc pour la Cour parce que eux-mêmes n'avaient pas conscience du tout de ces conflits d'intérêts objectifs. Jamais la Cour n'a contredit ces rapports. Je sais que nos rapports sont étudiés à la loupe. Voilà, mais ils n'ont pas été contredits, mis en cause, quant à leur véracité. Ensuite, la Cour a déjà adopté 2 de nos recommandations. Donc, sans rien dire, sans nous le signifier, regarde, voilà, elle a adopté 2 recommandations. D'une part, elle a modifié son règlement, son petit code de déontologie, en renforçant l'obligation des juges d'être davantage indépendants des institutions notamment privées, donc notamment des ONG. Donc elle a modifié sa résolution d'éthique judiciaire. C'est bien, mais ça reste insuffisant. Ensuite, elle a modifié son règlement sur un aspect un peu de détail, les questions d'intervention des ONG dans les recours. En tout cas, c'était aussi directement une recommandation quasiment mot à mot que nous avons faite. Donc j'ai bon espoir qu'elle accepte certaines recommandations, mais elle a besoin malheureusement d'être poussée de l'extérieur. Il y en a 1 ou 2 qui sont manifestes et qui se relèvent de sa compétence. La première, c'est la transparence du greffe. Je pense que la transparence, c'est une condition vraiment même de l'impartialité. Il faut qu'on puisse savoir qui rend justice. Et si on le sait, eh bien ça aura un effet excellent pour renforcer l'impartialité, parce que les membres du greffe ne se permettront plus de faire des commentaires sur les affaires en cours, et puis les parties sauront qui traite leur dossier. Donc ça, c'est un élément simple à mettre en œuvre. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. En tout cas, les raisons qui avaient été avancées, à savoir la sécurité des agents, moi je n'y crois pas, parce que les agents, par exemple, de la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, leur liste est publiée. Pareil à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc premier élément. Deuxième élément, c'est mettre en place une procédure formelle de récusation. Ça, c'est un élément aussi qui est... Donc, conflit d'intérêt comme... Bah oui, c'est permettre en fait aujourd'hui, on ne peut pas, rien n'est prévu pour faire une demande de récusation. Donc le règlement ne prévoit pas, le mot récusation ne figure pas dans le règlement de la Cour. Donc si un requérant voudrait récuser, c'est pas possible. Il croit que c'est pas possible. Et puis de toute façon, comme il ne sait pas à l'avance qui va juger les affaires, eh bien, il peut pas utilement faire une demande de récusation. Donc, autre chose qui serait nécessaire, c'est publier à l'avance, indiquer aux parties à l'avance qui va juger leur affaire. C'est aussi une condition élémentaire de transparence de la justice, c'est qu'on sache qui va juger votre dossier, afin que vous puissiez éventuellement demander la récusation. Donc là, c'est une autre recommandation, informer les parties à l'avance de la composition de la chambre qui va les juger, et puis enfin permettre une procédure de récusation. C'est un autre élément. Il y a d'autres recommandations qui sont proposées, mais effectivement qui sont vraiment, je pense, nécessaires pour mettre à niveau le fonctionnement de la Cour sur ces points-là. Est-ce que vous faites un peu de souci pour la Cour européenne des droits de l'homme, dans le sens où, un petit peu comme l'Union européenne, elle a quand même été largement critiquée à travers toute l'Europe, que ce soit en Angleterre ou en Italie, et que ce soit les différents sujets. Je sais qu'en France, la question du voile cristallise beaucoup et très largement. Donc, comme l'Union européenne, je dirais que ce sont 2 institutions qui ont quand même perdu pas mal de crédibilité ou de réputation. En tout cas, on ne les regarde pas automatiquement avec bienveillance. Est-ce que vous pensez que, voilà, avec votre rapport et donc d'autres sujets, bien sûr, il y a d'autres défis pour cette Cour, mais est-ce qu'elle est un petit peu en danger, ou est-ce qu'elle ferait vraiment bien de prendre au sérieux toutes ces menaces sur son impartialité, ou tout ce qui pourrait porter atteinte à sa crédibilité, afin en fait peut-être de survivre et de pas avoir plusieurs États qui la quittent, ou alors est-ce que se sent encore protégée? Dans la Cour, je crois qu'elle a parfaitement conscience que l'opinion publique lui est de plus en plus opposée. Il voit bien les réseaux sociaux, voilà. La presse.
Mais je pense qu'ils se disent que c'est le sort d'une juridiction suprême que de faire des mécontentements, de subir des critiques. Mais tant que la Cour a le soutien des grands États, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, je pense qu'elle a parfaitement confiance en son avenir. Elle réclame davantage de financement pour fonctionner. Je pense que c'est là son point faible, les finances. Mais les pays d'Europe occidentale continuent à voir la Cour européenne des droits de l'homme comme un instrument utile de leur politique à l'égard de l'Europe centrale. Le rôle principal de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est, je le répète, d'éduquer les pays d'Europe centrale à la démocratie et aux valeurs occidentales. Et donc, alors c'était justifié au moment de leur adhésion, au moment de la transition démocratique, mais on continue à vouloir leur inculquer nos valeurs, par exemple, à vouloir imposer l'avortement à la Pologne et d'autres questions de mœurs. Et aujourd'hui, ça a aussi une utilité même plus grande encore au plan intergouvernemental dans le cadre de conflits entre justement l'Arménie, l'Ukraine, etc. Donc ces grandes affaires interétatiques redonnent à la Cour européenne on va dire un petit peu une seconde vie inespérée, puisque les États s'adressent maintenant à elle pour essayer de répondre à des questions qui sont maintenant des questions quasiment de guerre en fait. Donc voilà, donc je pense qu'elle est pas du tout en danger, pas du tout en danger, parce que encore une fois les grands pays la soutiennent et les petits pays n'ont pas intérêt ni envie de la quitter. J'en ai parlé plusieurs fois en fait à des membres de gouvernement de pays d'Europe centrale, de la Cour, et puis en fait ils se disent que c'est pas bien grave, et que le coût politique du fait de quitter la Cour serait trop grand pour eux. Donc autant, disent-ils, garder la juridiction de la Cour européenne et puis s'accommoder de ces décisions lorsqu'elle leur déplaît. Je pense que c'est la situation. Et puis finalement, la Cour leur donne une réputation. Et en tout cas, en France, on avait vu ce petit jeu pour la gestation par autrui. C'est qu'on peut parfois, les gouvernants peuvent se servir même de la Cour pour reporter sur elle la responsabilité d'une décision que eux ne veulent pas prendre. C'est ça, tout à fait. Et la situation. Il y a cet aspect-là, utiliser la Cour pour faire passer, alors c'était en France effectivement sur la GPA, c'était extrêmement visible en fait, que la France souhaitait quasiment être condamnée pour faire pousser cela, pour pousser la GPA au nom de Strasbourg. Mais il y a d'autres pays comme la Turquie qui eux jouent quasiment un double jeu, ça veut dire qu'ils veulent rester dans la Cour. C'est un très grand pays en termes démographiques, mais lorsqu'une décision leur plaît pas, ils l'appliquent pas, et puis c'est tout. Et puis comme c'est la Turquie, on les embête pas trop. Alors que la Pologne, par contre, on va beaucoup plus les embêter. Donc voilà, donc il y a tout un tas de jeux qui se mettent en place. Mais encore une fois, il faut revenir à la question centrale, qui est celle des juges, parce que malgré tout, les juges à la fin ont un pouvoir considérable, même si ils sont contraints par tout un tas de facteurs. Et c'est quand même finalement eux qui vont voter à la fin sur les décisions, sur toutes ces questions stratégiques. Et justement, l'impartialité de la CEDH, ça devrait être un thème éminemment transpartisan, qu'on soit de gauche ou de droite. L'impartialité de la CEDH devrait tout autant intéresser les hommes politiques et puis la presse aussi. Or, on se rend compte que beaucoup de médias ont parlé de notre rapport, de celui-là et du précédent, mais on se rend compte que c'est quand même plus les médias dits de droite qui ont fait des articles, en tout cas des articles bienveillants ou explicites qui expliquaient ce qu'on avait trouvé. Et à la gauche, on a l'impression qu'il y a un petit mouvement de protection, c'est-à-dire que vous faites des critiques à la Cour et c'est perçu en fait comme une critique d'ensemble et finalement relayer ou parler de ces critiques légitimes, ce serait en fait attaquer directement la Cour européenne des droits de l'homme. Alors comment vous expliqueriez ça, ou est-ce que ça vous surprend, ou est-ce que au contraire c'est très révélateur de la gauche ou des médias de gauche?
de pas vouloir trop s'attaquer. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, la Cour est un instrument quand même est un instrument de la gauche. Enfin, la gauche considère la Cour comme étant l'un de ses instruments. Oui. Et elle est, encore une fois, elle est utile à la diffusion de la pensée. C'est quand même elle qui impose tout un tas de réformes des mœurs en Europe centrale. Donc oui, elle est évidemment un instrument. C'est elle qui défend les droits des immigrés, c'est elle qui fait, etc. Donc c'est aussi elle qui défend certains aspects sur l'islam en Europe. Donc oui, politiquement, elle est à gauche. Il faut pas se faire d'illusions. La Cour européenne des droits de l'homme est de gauche, même d'extrême gauche, très largement. Donc je pense qu'il faut quand même voir les choses en face, très largement. En tout cas, le personnel, oui, c'est. Donc je pense que là-dessus, il y a aucune illusion à se faire. Mais c'est pareil pour la magistrature française d'ailleurs assez largement. Et ensuite, elle est un instrument de politique intra-européenne, on va dire, comme je l'ai dit, de l'Ouest vers l'Est. Et donc, on va pas abîmer la Cour. Donc, même si les critiques faites par nos rapports sont parfaitement exactes, eh bien, les diffuser, c'est finalement porter atteinte à un instrument de notre politique extérieure ou intra-européenne. C'est ce qui m'a été dit par certains députés ou qui m'ont dit oui, vous avez raison, c'est très grave, mais on veut pas que ça se sache, on veut pas en parler. On m'a même dit dans cette maison à côté conseil, on m'a dit certes, mais pas de débat public, il faut pas en parler. Donc c'est un peu en anglais on dit le cover up, il faut cacher. On règle ça peut-être en interne, mais il faut le cacher. C'est l'approche dominante. Et encore une fois, moi je dis, nous avons fait oui, une critique, mais le fait de pointer du doigt des dysfonctionnements, ce n'est pas une attaque. La Cour européenne des droits de l'homme, elle passe son temps à pointer du doigt des dysfonctionnements des juridictions nationales. On ne dit pas que la Cour européenne attaque le Conseil d'État. On dit elle corrige, elle pointe, voilà. Nous, c'est pareil. On corrige, on pointe. Il n'y a aucune juridiction au-dessus de la Cour européenne des droits de l'homme pour faire ce travail d'analyse. Et ça, il appartient donc aux ONG, à la société civile, vraiment aussi aux universitaires, de faire ce travail. Personne ne l'a fait. C'est quand même incroyable que personne encore n'ait vu qu'il n'y a pas de procédure de récusation à la Cour européenne des droits de l'homme. Personne ne regarde. On regarde les décisions de la Cour, mais pas son fonctionnement. Et nous faisons ce travail. Faire ce travail, ce n'est pas attaquer la Cour, c'est faire simplement un travail de la société civile qui va analyser, critiquer de façon sérieuse, constructive. Je ne nie pas du tout que nous avons aussi une vision qu'on peut qualifier de idéologique quant à l'orientation dominante de la jurisprudence de la Cour sur un certain nombre de sujets litigieux ou tendancieux ou délicats. Certes, c'est parfaitement exact. Et l'un de nos objectifs est effectivement que la Cour soit davantage juridique et moins idéologique, moins militante. Et j'avais une dernière question sur finalement cette lutte pour plus d'indépendance, pour l'impartialité, pour la neutralité ou en tout cas la meilleure justice possible. Est-ce que c'est pas aussi quand même sans fin au regard du rôle et de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque finalement un citoyen français ou allemand, quand il a un litige, il peut aller déjà devant un juge dans ses tribunaux, il peut déjà invoquer devant le juge de son pays la Convention européenne des droits de l'homme. S'il n'est pas satisfait par le juge, dans tous les pays on peut faire appel, donc il y a un réexamen de l'affaire. Dans notre pays et dans les autres en général, il y a aussi donc un pourvoi, un deuxième appel qui se penche plus sur le droit, mais enfin ça donne encore l'opportunité de corriger une décision qui serait vraiment erronée. Et donc la Cour vient encore en troisième étape souvent. Est-ce que c'est pas un problème sans fin finalement d'ajouter, on a ajouté un échelon. Alors finalement cet échelon il n'est pas parfait maintenant. Oui, non mais cet échelon n'est pas parfait, mais il est européen. Et donc le but, encore une fois, c'est un instrument vers l'Europe de l'Est, d'unification de l'Europe par le droit. Donc cet échelon, son intérêt principal, c'est qu'il est pan-européen, et donc il progressivement, il unifie le droit des États membres dans le domaine des libertés et de la politique, enfin certainement. Et donc c'est là son intérêt principal. Et c'est aussi de mettre à niveau les pays qui sont entre guillemets en retard par rapport aux démocraties libérales. C'est ça son utilité. Le fait
de rajouter un échelon effectivement d'examen aux décisions des juges de la Cour de cassation française. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas grand intérêt, surtout lorsque les juges sont effectivement géorgiens, albanais, que sais-je, ukrainiens, on voit pas l'intérêt, et qu'ils n'ont même pas les qualités pour être juges en France. Enfin, qu'ils ont juste une maîtrise de droit ou un diplôme un peu louche. Donc oui, pour la France, il n'y a pas grand intérêt, mais la vision, elle est pas là. La vision, elle est celle de l'unification du droit des États européens au moyen de la création d'une nouvelle strate élaborée par cette Cour européenne, non plus sur la base de législation adoptée par les parlements, mais au moyen de raisonnement. Donc une approche, un droit purement rationnel. Non plus du tout un droit issu du vote démocratique, et des cultures, et des traditions, mais un droit purement rationnel, déduit de quelques grands principes. Et principalement à la fin, deux principes, liberté, égalité. Sur la base de ces deux principes, reconstruire le droit des États membres du Conseil de l'Europe. Est-ce qu'il y aura un volume 3 ? Ah, on verra effectivement. Je pense qu'il peut y avoir encore effectivement beaucoup de choses à dire sur la construction de cette strate de gouvernance supranationale au plan rationnel, aussi sur ses limites. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que ce mécanisme institutionnel est vraiment post-démocratique. On n'est plus du tout dans le référentiel des élections. Voilà, pas du tout. On est vraiment on est à un niveau métapolitique, en tout cas, qui se veut rationnel, d'élaboration de normes qui se veulent rationnelles, et on est aussi en présence d'un instrument de politique pure, c'est-à-dire de rapport de force intra-européen, pour permettre d'imposer effectivement une vision à tel pays. Voilà, donc c'est et au sein donc de ce mécanisme, la place des grands acteurs privés, comme la place et l'influence des grands acteurs privés comme l'Open Society.